OnePlus vient de sortir ses deux nouveaux modèles de smartphones pour cette année 2020, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, que j'ai enfin entre les mains après 1001 galères de livraison dues au confinement. Et comme vous le savez, c'est ma marque préférée niveau smartphone Android, que ça soit en termes d'innovation ou d'ergonomie. Tous mes smartphones principaux ont été des OnePlus depuis maintenant 3 ans, et j'ai pu expérimenter la plupart de leurs modèles. Mais est-ce que pour autant, cette nouvelle gamme est intéressante à mes yeux? Eh bien, on va voir ça. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, on va faire une prise en main des nouveaux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro qui sortiront le 21 avril prochain. Avec toujours son slogan Never Settle, est-ce que ces smartphones sont toujours des flagship killers ou est-ce qu'ils ne seraient pas devenus des flagships tout court? Eh bien, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais selon moi, on est plutôt sur la deuxième appellation et ça pour les deux, avec des prix allant de 700 € au minimum pour le OnePlus 8 dans sa version de base jusqu'à 1000 € pour le OnePlus 8 Pro dans sa meilleure version. On ne peut donc plus les appeler des flagship killers et donc leur pardonner des lacunes sur leur modèle avec un tel prix. D'ailleurs, je vous prépare en ce moment une vidéo sur pourquoi les smartphones coûtent de plus en plus cher en général au fil des années et ça, quelles que soient les marques. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne pas la rater. Mais avant de parler de tout ça, est-ce qu'on est au même niveau de nouveauté que le 7 Pro que j'avais vraiment adoré et qui était mon téléphone de l'année? Et donc on retrouve quoi sur ces modèles? Eh bien ce sont deux smartphones de 6,55 pouces et 6,78 pouces avec un ratio 29e d'affichage ou presque pour le plus gros modèle. On est toujours sur de l'AMOLED, toujours sur un écran très propre en Full HD pour le normal et en Quad HD pour le Pro. Et on retrouve toujours ce fameux écran 90 Hz sur le 8, mais on augmente cette valeur sur la version Pro avec un tout nouveau taux de rafraîchissement de 120 Hz. Tout ça, ça commence à être ultra intéressant et on s'approche carrément des écrans 144 Hz des vrais gamers avec un arrobase à la place du A. En vrai, tout ça c'est une très bonne chose que ces taux de rafraîchissement augmentent. OnePlus avait déjà été assez précurseur avec son écran 90 Hz sur le 7 Pro et les autres ont suivi. On espère que ce soit la même ici aussi car la fluidité rajoutée par ça est vraiment très appréciable et une fois qu'on y est arrivé, on peut plus s'en passer. Même si je pourrais pas vous montrer à quel point ça change la vie en vidéo vu que cette dernière est en 60 images par seconde. Après, pour autant le changement de 60 à 90 Hz c'était vraiment cool, autant la différence entre 90 et 120 Hz, bien que visible, n'a pas autant l'effet waouh du premier changement. Déjà en pourcentage, l'augmentation elle est moindre, mais aussi parce qu'il n'y a plus la surprise d'avoir enfin un rafraîchissement différent sur un smartphone qui était toujours à 60. On voit aussi l'arrivée de la 5G, comme sur tous les modèles de smartphones de 2020 qui vont arriver, même si le climat actuel nous laisse penser qu'on va pas l'avoir de sitôt dans notre hexagone. On trouve au cœur de la bête une puce Snapdragon 865 5G, soit l'évolution de l'année dernière, ainsi qu'une batterie de 4300 mAh pour le 8 et 4510 mAh pour le Pro, ce qui n'est clairement pas de trop, parce que si vous souhaitez utiliser ce dernier en Quad HD 120 Hz en permanence, ça va forcément se ressentir sur la batterie, et oui, tout se paie. Pour recharger tout ça, on est sur du 30 watts, mais par contre, grande nouveauté, et qui est à mon sens la principale nouveauté ici, c'est l'arrivée de la charge sans fil qu'on leur demandait depuis tellement d'années. Et ils ont clairement pas fait les choses à moitié parce que ces 30 watts, on les retrouve aussi en charge sans fil. Bon, faut évidemment se munir de leur chargeur officiel à eux parce que y a tout un système de refroidissement du chargeur parce que faut bien comprendre que ça chauffe tout ça et que votre smartphone va un petit peu vous brûler les doigts après une charge là-dessus. Mais c'est clairement cool que la charge sans fil soit aussi rapide que la filaire. Ouais, ici c'est sympa que ce soit mis en place, même si ça aurait été cool de fournir le chargeur avec parce que il faudra l'acheter à côté, mais bon. Et d'ailleurs, c'est disponible que sur le 8 Pro, il n'y a pas de charge sans fil sur le 8 classique. Enfin, niveau modularité, on est sur du classique de chez classique, soit 8 ou 12 Go de RAM avec 128 ou 256 Go de stockage respectivement sur les deux modèles et 3 coloris pour chaque. Onyx Black, Glacial Green, Interstellar Glow pour le classique et Ultramarine Blue pour le Pro qui remplace le Interstellar Glow. De mon côté, j'ai un Glacial Green et un Onyx Black. Et ma préférence va clairement pour le Glacial Green. C'est clairement plus du tout mon truc ce genre de modèle qui laisse passer absolument toutes les traces de doigts. Alors que ça c'est vraiment plus clean pour le coup. Derrière on retrouve toujours la même équipe qui est toujours aussi efficace, alors bon, pourquoi changer? Avec OxygenOS qui est toujours pour moi la meilleure expérience Android au vu de sa légèreté et vous laisse donc libre de faire absolument ce que vous voulez. Avec son système de notification sur les bords de l'écran incurvé, la même disposition des boutons et ce switch pour le mode silencieux du smartphone que je trouve toujours aussi pratique. Maintenant qu'on a parlé de tout ça et de ce qui me plaît sur ce smartphone, on va partir sur les points qui fâchent un peu plus. Tout d'abord, parlons des caméras.
On se retrouve avec exactement le même design à l'arrière et un triple capteur au centre. Il est toujours assez imposant et sans coque, notamment sur la version Pro pour le coup. Et bah là on le ressent bien quand même, et une fois posé sur une table, ça va un peu vaciller à droite et à gauche. On retrouve sur le non Pro 3 capteurs, un principal de 48 mégapixels à 1,75, un ultra grand angle de 16 mégapixels à 2.2 et un objectif macro à 2.4. Et oui, exit le zoom optique ici, remplacé par le macro. Le choix peut paraître étrange, mais bon, c'est une histoire de préférence, et certains peuvent préférer la photo macro tout simplement, surtout que ce genre de capteur peut vite donner envie de s'amuser. Pour le Pro, on est à 4 capteurs, un principal de 48 mégapixels à 1,78, un ultra grand angle de 48 mégapixels aussi à 2.2, un téléobjectif de 8 mégapixels à 2.44 et un objectif de filtre de couleur à 5 mégapixels à 2.4. Ici la nouveauté, c'est le dernier pour le coup, qui va permettre de jouer avec les couleurs de manière moins logicielle et plus hardware. Alors bon, pour le coup, confinement oblige, ça va être compliqué de faire des photos d'extérieur pour voir tout ça. Néanmoins, je trouve l'idée intéressante, à voir ce que ça vaut réellement sur le terrain, parce que ça n'a pas été trop poussé, je trouve, par la marque au niveau innovation, et en tout cas, ils le mettaient pas trop en avant. Et en plus, comme à chaque fois, lorsque ce genre de smartphone vient de sortir, il y a toujours quelques correctifs à faire à niveau logiciel caméra, et donc, compliqué de se faire un avis définitif là-dessus. Et d'ailleurs, histoire de vous en donner un d'avis à chaud, les photos sont correctes, mais je trouve que pour un smartphone à 700 ou 900 euros, c'est pas les meilleurs qui soient. Je trouve que ça manque un petit peu de vie sur ce qui est proposé, et j'ai l'impression de trouver mieux ailleurs chez les concurrents pour le même prix. Et donc ouais, c'était normal quand ils sortaient des téléphones à 300 euros ou 500 euros, on pouvait les excuser, mais aujourd'hui où le prix est devenu presque équivalent, à voir avec les évolutions logicielles, car là, c'est vraiment là que tout se joue au final sur ce genre d'appareil à ce prix-là. Pour l'avant, on retrouve ici un capteur de 16 mégapixels d'ouverture 2 ou 2.45, ça dépend des modèles. Et dans la version classique, on a un poinçon, et dans la version Pro, c'est aussi un poinçon. Et c'est là ma grande déception de ce smartphone, avoir fait totalement disparaître la caméra pop-up des modèles 7 Pro et 7T Pro, qui était pour moi une vraie révolution et une vraie alternative à l'encoche ou au poinçon qui certes cachent de moins en moins l'écran, mais qui sont toujours là, alors que le pop-up avait totalement dégagé l'écran. Il avait le fait qu'on pouvait utiliser l'écran en entier sans chichi, ou encore de pouvoir totalement cacher la caméra quand elle n'est pas utilisée, et donc d'être sûr et certain d'être protégé et que votre caméra ne vous espionne pas. Ça peut paraître bête et paranoïaque, ok, mais je trouve que c'était tout de même un avantage alors que c'était pas le but de base. Et c'était parmi les seuls à les faire, ce qui les différenciait du reste du marché. Et d'accord, c'est une pièce mobile et donc on peut se dire que ouais, ça peut péter facilement. Mais bon, des cas de caméra cassée de 7T Pro ou de 7 Pro, j'en ai pas encore vu ni même expérimenté de mon côté. Donc très franchement, je comprends pas du tout ce choix et ce rétropédalage vers le poinçon. Tout ça pour y gagner quoi? 7 grammes par rapport aux versions Pro du 7 et du 7T? Une meilleure étanchéité alors que j'utilise mon OnePlus 7T Pro encore aujourd'hui en m'attendant des TikTok dans mon bain sans problème? Ouais, bon, me jugez pas pour ça, mais en tout cas, il a aucun souci. Et d'ailleurs, en parlant étanchéité, ce smartphone a enfin la certification IP68. Et là, pareil, je devrais être content qu'elle soit enfin là. Mais bon, je trouve que c'est aussi ici du rétro-pédalage. Il y avait toujours ce rejet de la certification pour ainsi ne pas payer et du coup faire payer cette dite certification aux gens, car ça rajoute évidemment au prix du smartphone. Et ça n'empêchait pas les anciennes gammes de supporter d'être dans l'eau. Je trouvais ça cool que ça aille autant à contre-courant de toutes ces histoires de certification, en affirmant haut et fort que ça valait pas le coup de la payer et qu'ils n'avaient donc pas besoin de ça. Du coup, encore une fois, je comprends pas trop le move ici non plus. Et en fait, si, je pense comprendre. Le but de tout ça est de se séparer de cette image de flagship killer pour vraiment rejoindre les grands, avec donc le prix qui va avec. Et en même temps, je peux comprendre un peu l'intérêt, on l'avait vu venir, parce que après tout, tous les modèles classiques non pro, une fois que la gamme pro était arrivée, commençaient déjà à suivre cette voie-là. Des smartphones qui évoluent, mais qui n'apportent pas grand-chose. Sauf que là, le fait que la version Pro rejoint dangereusement tout ça, je trouve ça quand même sacrément dommage. Et ce que je dis là, ça se vérifie aussi avec la certification qu'ont tous les flagships. Le poinçon compte tous les flagships et le prix des flagships compte tous les flagships. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une vraie envie de normaliser la marque comme les autres, et je trouve qu'on perd du coup de plus en plus l'esprit d'origine de OnePlus. Car sans même parler du prix maintenant, chaque modèle avait un petit côté précurseur sur certaines features, et là oui ok, on a 30 Hz en plus et une charge rapide sans fil, mais je sais pas, je trouve que cette gamme est ennuyante en fait. Et oui, donc je comprends encore une fois pourquoi tout ça est fait, pour vraiment être considéré comme un flagship. Le prix, l'esthétisme, les certifications, le but ici est vraiment d'intéresser le très grand public et que ce dernier se dise ah c'est comme mon Galaxy S quelque chose que j'achète chaque année, il a la même tronche et il a le même prix. Et donc en soi, d'un côté purement marketing, j'imagine que c'est pas bête, mais du côté tech enthousiaste,
je trouve juste cette gamme 8 encore une fois ennuyeuse. En conclusion, on est vraiment sur des très bons produits qui continuent d'évoluer avec le temps, avec des performances folles, un écran de plus en plus beau et en même temps de plus en plus fluide. Et c'est cool car là aussi ça devient une norme et c'est les autres qui finalement vont dans la même direction que OnePlus avec du 90 Hz. Mais j'ai pas la même claque qu'avec le OnePlus 7 Pro qui était arrivé avec des fonctionnalités que je trouvais vraiment cool. Et si le 8 Pro me paraît pas dingue en feature, j'ai peur pour le 8T Pro si on le voit effectivement arriver d'ici peu et qu'il n'apporte pas grand chose de plus si on reste bien sur cette lignée. Mais bon, à force de vouloir ressembler aux autres marques, eh bien on devient juste une autre marque chère. Et à un moment, eh bien on se perd dans la masse et on devient tout autant ennuyant. Donc ouais, je sais pas, c'est pas forcément la route à prendre, je pense. Et vous alors, vous en pensez quoi de ces nouveaux OnePlus et OnePlus 8 Pro? Eh bien dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Si ça se trouve, je suis tout seul à penser ça. Et vraiment, le fait que les smartphones se ressemblent tous encore et encore et qu'on achète juste un software, c'est la bonne voie. Mais voilà, j'attends vos avis là-dessus. Comme je vous l'ai dit, les OnePlus sont toujours made daily, comme on dirait en bagnole, et je compte tout de même voir si je change d'avis sur le long terme avec ce OnePlus 8 Pro. Mais à vouloir trop ressembler à Samsung et consorts, j'ai juste peur que ça me donne envie de prendre un Galaxy, ou alors un des autres anciens OnePlus qui au moins grâce à tout ça auront une baisse de prix. Et je le redis, le OnePlus 7 Pro était mon smartphone préféré de l'année 2019, et donc je l'avais même considéré comme le meilleur de l'année dernière dans ma vidéo. Alors pourquoi pas rester là-dessus, car effectivement il va baisser de prix avec tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le bon pouce bleu, de l'amour juste en dessous de cette vidéo et bien sûr de venir me suivre sur Twitter et Instagram. Surtout qu'en ce moment, je fais gagner un petit lot avec un concours pour gagner un PC et un casque de réalité virtuelle pour une valeur de 1025 €. Donc c'est le moment d'en profiter et de venir checker tout ça. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos amis fans de nouvelles technologies et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!